M. Guinet Lefebvre de l'Opéra, Miss Léon. Donc quand Loret fonde sa propre maison, que donc Georges Gillet devient professeur, donc il collabore beaucoup à la fabrication, à l'essai, bien sûr Georges Gillet essaie les instruments, et donc à l'époque, avant Georges Gillet, enfin disons, Georges Gillet bien sûr a joué ce genre d'instrument, donc là nous avons un instrument qui est ce qu'on appelle un hautbois à anneau, par rapport au modèle à plateau, qui a été inventé donc en 1906, hein, c'est important de donner la date exacte de la création du modèle à plateau. Donc, au lieu d'avoir de boucher les trous avec des anneaux, qui était déjà une évolution des instruments d'avant qui où on bouchait les trous directement, on touchait le bois directement, il n'y avait pas du tout de métal. Là, c'était déjà un instrument plus évolué. Donc, cet instrument-là est assez intéressant parce qu'il date de 1883. Donc, il est en buis, comme étaient souvent les instruments à cette époque. Et donc, on a la chance peut-être, certainement, que Lola nous le joue, ce qui est très intéressant. Donc ça, c'est le hautbois qu'aurait bien sûr pu jouer Georges Gillet. Et aujourd'hui, donc j'ai un instrument voilà, qui a un modèle conservatoire à plateau, dit modèle Gillet, mais c'est donc créé donc, en 1906, qui a été donc un modèle déposé, qui n'a pas été copié par les concurrents avant une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Je ne sais pas exactement combien de temps le dépôt de marque à l'époque durait, je pense que c'est 20 ou 30 ans. Et donc le modèle conservatoire à plateau est le modèle qui est joué dans le monde entier. Il n'y a pas du tout, alors certains jouaient un petit peu le modèle automatique, mais qui est pratiquement une petite variante de ce système-là. Donc au lieu de boucher les trous directement sur le bois, on est par l'intermédiaire de plateaux, qui donne une facilité, une vélocité, une sonorité. Je pense qu'il y a aussi la raison, je pense que Georges Gillet voulait peut-être sauter un peu plus sombre, parce que l'anneau, on entendra que ça marche aussi très très bien. C'est quand même une grande facilité de jouer des modèles à plateau, où on bouge beaucoup plus rapidement qu'avec son doigt. Le doigt, s'il n'est pas vraiment centré, c'est quand même un peu plus délicat à jouer des parties très, très, très véloces. Voilà, donc bien sûr, nos modèles ont évolué, on a créé des modèles. Moi, je recherche toujours des sonorités différentes. Les envies, enfin, les sons, les sonorités ont changé à travers les siècles. Le grattage d'anche, alors bien sûr, on peut en reparler un tout petit peu. Tabuteau a été celui qui a créé un grattage long, donc un grattage l'anche, au lieu d'être grattée sur 1 mm, a été grattée sur le double, avec une épine dorsale. Voilà. Donc, Tabuteau a pu rechercher une sonorité plus sombre, une facilité, c'est-à-dire qu'une anche américaine est une anche où on a beaucoup moins de pression, beaucoup plus libre à jouer, qui donne une sonorité différente, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je veux dire, c'est assez... suivant les écoles. Je pense que chaque pays défend son école, déjà, ce qui est tout à fait normal. Mais au départ, il faut quand même savoir que c'est une école française. C'est-à-dire que Tabuteau a enseigné le hautbois avec les mêmes méthodes qu'on lui avait enseignées, voilà, que Gillet lui avait enseigné. Donc il y a quand même une continuité. Les Américains ont pour eux, quand ils font quelque chose, ils respectent beaucoup le passé. C'est-à-dire que quand ils font du vin, ils le font avec des œnologues, avec des gens de qualité, et ils reproduisent très, de façon méticuleuse beaucoup ce qu'ils font. Donc la suite est quand même, on peut dire que l'école américaine du hautbois est une école française, complètement, hein, l'éducation est la même, simplement le grattage est différent. Je pense que on peut gratter plus ou moins long, en fait c'est le résultat qui compte. Je veux dire, c'est un petit peu énervant d'opposer l'école française, ou l'école européenne maintenant, à une école américaine. Il y a en Europe ou un peu partout, on gratte un peu différemment. Il y avait aussi une époque, une école hollandaise. En Hollande, on jouait des anges qui étaient très courtes et très larges.
une école qui a disparu, mais qui était très intéressante. On va plus vers quelque chose d'uniforme, un petit peu plus, une école qui... On entend beaucoup moins de différence aujourd'hui entre sonorités françaises, espagnoles, aussi beaucoup de très bons musiciens espagnols ou italiens, ou allemands, beaucoup aussi de français qui ont travaillé en Allemagne. Donc c'est un petit peu en Europe, c'est devenu un peu plus difficile de reconnaître une sonorité comme c'était avant. Encore une fois, puisqu'on a voulu jouer un peu pareil, un peu tout en vrai. Les États-Unis, il y a toujours une petite différence. Je ne sais pas du tout comment ça évoluera. Il y a eu actuellement quelques Européens qui ont joué ou qui jouent actuellement aux États-Unis. Donc peut-être que l'école va évoluer. Ça ne me gêne absolument pas de... peu importe, moi le matériel n'est pas forcément le plus important. C'est l'idée qu'on se fait de la musique, c'est ce qu'on veut produire comme sonorité, c'est comment marier la sonorité du hautbois avec la petite harmonie, c'est plus ça l'intérêt. Alors bon, et je ne cache pas que cette lutte entre l'école américaine et l'école française, entre guillemets, est un petit peu dépassée. Voilà. Oui. Je trouve que ça n'a pas de raison d'être. Voilà. En gros, ce que je voulais dire. Donc les hautbois maintenant sont en ébène. Hein. Bien sûr, on a un petit peu abandonné, on fait encore de temps en temps des instruments en palissandre, ou en buis, non, pratiquement plus jamais. On fait tout un tas de choses, des instruments en matière synthétique. Enfin, on a vraiment on fait beaucoup d'essais. Moi, c'est ma passion d'essayer les instruments, de jouer différents modèles d'anches et d'essayer de comprendre. Ça, c'est le hautbois de Laszlo. Oui, qui est un exemple. Oui, c'est un instrument assez intéressant parce que Laszlo m'avait demandé, il voulait avoir une note supplémentaire. Au lieu que le hautbois ne descende qu'au si bémol, il a voulu qu'il descende au la, ce qui lui permet de prendre un peu sur le répertoire du violon. Il faudrait encore descendre au sol, mais enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, il manque un doigt, et après on ne sait plus comment appuyer. Déjà on appuie le la avec le pouce, c'est pas trop pratique. On pourrait essayer avec le genou, mais bon, voilà. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Alors ça a été beaucoup de travail parce que dès qu'on change une longueur d'instrument, on se retrouve avec plein de problèmes. Moi, ça m'a beaucoup amusé de faire ça. Ça m'a amusé à une époque de faire des hautbois piccolo ou hautbois musette, qu'on n'avait pas fait depuis, je sais pas, un siècle peut-être, enfin depuis très longtemps, à plateau, des instruments modernes. Refaire des hautbois barytons qui n'avaient pas été faits. Alors Lorraine en avait fait en 1935, et nous, la maison Lorraine, on a refait en 1981. Donc voilà, des hautbois d'amour qu'on a refait aussi, qui sont revenus beaucoup plus populaires, enfin, et puis des modèles de hautbois différents, voilà. Il était professeur à Versailles, il n'était pas professeur au Conservatoire de Paris, mais certains élèves de Paris allaient quand même travailler avec Lauriane. C'était quelqu'un dont j'ai beaucoup de respect, il m'a appris. Donc moi j'ai commencé bien sûr avec les anges françaises, et je me rappelle m'être fait disputer parce que des fois travailler un peu compère, un petit peu comme ça, je suis arrivé quelquefois avec des anges un peu grattage américain. Et bien sûr, Longat m'a dit écoute, si tu joues ça, je ne veux plus te donner de leçons. Il y avait ce côté un peu sectaire quelque part, mais bon, alors j'ai arrêté, j'ai continué avec les anges que me faisait Longat, qui étaient des anges extrêmement durs à jouer, qui étaient vraiment un peu trop fortes. Mais bon, après j'ai commencé à gratter un peu mal, je me suis un petit peu disgratté, parce que je veux dire, devenir rouge et lutter contre le hautbois, il y a une limite. Moment où, voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Alors Jeremy sait que je suis très férue d'authenticité. Donc c'est une anche d'époque avec un hautbois d'époque française, 1883, l'anche à peu près. Et je vais vous jouer des petits passages d'une soirée près du lac qu'on a déjà entendu avec Godard. C'est pas trop difficile parce qu'il dit bretonne, j'ai essayé. Mais j'ai pas joué du hautbois moderne depuis très longtemps. Je me rappelle que je suis hautboïste baroque maintenant.
Ouais. 1883. Ah bah c'est d'époque, enfin c'est d'époque. C'est pas l'année. Le hautbois, c'est un Loret 1883. Et c'est Laïla qui m'a légué cet instrument. Elle était à Laïla. Et je vais vous jouer un tout petit bout de la mazurka que vous avez entendu, parce que ça c'est l'ouverture que vous avez Can I entendu. say something? Yes. Of course, that is a sound that is not in fashion at the moment. But can I say that extra edge, that extra frisson Yes. is thrilling. It is. It is thrilling. It is. And you can make a nice, full, round, gorgeous sound, but you're not going to get that excitement. Exactly. And we were talking earlier about how, especially on the oboe, you're trying to get people in the heart. You're not trying to get them in the head. No. They say, "Oh, that sounds very beautiful." No, you don't want that. You want. And I remember you were talking about earlier about George Caird. Yes. He was hooked on the oboe by one note from Leon Goossens, Oh. and that sound, that was it. Wow. Only he didn't need a melody, one note. Yeah. So I just wanted to say I found that sound thrilling. Thank you. Oh, thank you. And just imagine, I've just never practiced on this. I You don't want need to. to make any excuses. No, but imagine like if you would practice. If you were, it's even better than that. This is- Maybe you lost the Maybe spontaneity. this is so old, but I don't practice on this riff because I don't want to spoil it. It's just for you now. That's a good excuse. Est-ce que tu as essayé une anche que tu aurais faite toi-même sur cet instrument-là? Alors, j'ai une anche. actuelle. J'ai une anche actuelle. J'ai repris mes anches actuelles. J'ai joué, vous avez déjà compris, je suis une personne un petit peu outsider. Donc j'ai joué des anches américaines, des anches anglaises, des anches allemandes et des anches françaises. Et pour les concours en Angleterre, en Allemagne, j'ai acheté des anches de professionnels que mes professeurs m'ont recommandé. Eh bien, je ne peux pas souffler dans aucune de ces anches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son qui sort. Je ne peux plus jouer ça. Donc, j'ai la chance d'avoir demandé à André Lardreau en mai 2018 s'il pouvait me donner une anche, et je peux jouer l'anche de Lardreau. Et cette expérience est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que Laila Storch a rejoué du hautbois quand elle était chez elle avec une de ses anches. Elle a joué le solo de Salomé de Strauss, des gammes, on était tous comme ça. Son mari a dit "This is a good big sound." À 98 ans. 98 ans. Elle n'avait pas joué du hautbois depuis très très longtemps. Elle prend une autre anche sur le piano sans savoir ce que c'est. C'était l'anche de Mary Lynch, actuelle hautbois solo de Seattle. Et il n'y a pas de son qui sort. Elle ne peut pas jouer le grave. Et elle dit "Oh, where's that from?" Et là, il y a Mary qui dit "Oh, it's one of my reeds." Elle dit "It resists." Ça résiste. Mais comme elle est très polie, elle dit "Oh, but that's okay because you're forced to put into it. But it resists though." Donc là, j'ai une anche qui, pour mon bonheur, ne résiste pas trop, parce qu'André Lardreau est quand même encore de la génération. Et alors maintenant, je vais jouer le hautbois d'Alain, qui est donc un hautbois à plateau. Et ensuite, pour que vous puissiez vraiment comparer avec l'anche de Lardreau, je jouerai ce hautbois, parce que sinon, là, il y a trop de paramètres. Bah, quand même, ça résiste. Hein. Mais on ne devient pas violet, c'est déjà ça.
Alors maintenant, on va pouvoir réellement comparer le système à plateau et à anneau et à plateau. Voilà, et puis un petit bout de la mazurka. Voilà, je sais pas. Est-ce que vous savez de qui Lina Stosch tenait ce hautbois en cuivre? Ben oui, parce que Je crois qu'on a le nom. Hein. vous avez le nom. Je- C'est écrit à la main, Monsieur Dufour, Dufour, c'est ça, oui. qui était à Bordeaux, Ah oui, oui. Je connais son nom. professeur à Bordeaux. Ouais. Et alors ensuite, il a été emmené aux États-Unis, on ne sait pas par qui. Et ça, je pourrais retrouver. C'est un bourriste âgé américain qui l'a donné à Laïla. Et bon, maintenant, on commence à rejouer ces instruments dans le cadre de la musique ancienne, mais jusque récemment, finalement, ça ne. Et ce qui est en fait un peu malheureux, c'est que les orchestres de musique ancienne rejouent du Debussy sur instrument d'époque, du Stravinsky sur instrument d'époque. Et ils prennent effectivement des instruments d'époque, aussi des Triebert, des très beaux instruments, mais ils mettent des anges d'aujourd'hui dessus. Donc, en fait, ce serait déjà beaucoup plus intéressant au niveau sonore, si on veut être authentique, de prendre un hautbois moderne d'aujourd'hui, mais de changer l'ange. Mais ils font the other way around. Et il y a une résistance qui est inimaginable là-dessus. Hein. Parce qu'on a des anges, heureusement. On a des anges. J'ai joué sur une ange du oboïste qui a joué à Bayreuth avec son hautbois original. Donc on sait comment pourrait sonner Wagner original, on sait comment pourrait sonner Debussy. Mais on ne veut pas. Par contre, on prend les instruments des collections, quitte à les fendre en concert, à les perdre en route. Et c'est un petit peu aussi, moi, mon sujet, c'est de dire ce qui est historique, tout ce qui est pièce à conviction, il faut le préserver, il faut en prendre soin, il faut le connaître. Par contre, pour ce qui est de la performance, voilà, je ne vais pas jouer ça en concert, ni cet ange. C'est vraiment... on avait eu ça là, avec les flûtes. Hein, c'est des dégustations, en fait, hein, qui sont à ne pas faire trop souvent, à enregistrer pour ne pas devoir le refaire trop souvent. Et ça, c'est une petite mise en garde que je peux dire. On est très peu à le savoir, mais la musique ancienne ne joue pas ce rôle. C'est plutôt les collectionneurs d'instruments avant qui jouent ce rôle. C'est plutôt... mais eux ne jouent pas ce rôle parce qu'ils sont dans le business. Ils sont dans le... Et donc c'est très dangereux. C'est-à-dire que les gens qui disent « Ah, mais maintenant on connaît la sonorité du hautbois 18e ». Ah non, pas du tout. Donc il ne faut pas prendre ce qui se passe sur scène comme quelque chose d'historique. Oui, mais en même temps, jouer une ange qui a 100 ans, Oui, c'est ce que je le grattage peut être efficace, mais pas l'ange. Oui, mais il suffit de copier le grattage. Il suffit de copier le grattage. Le grattage, l'épaisseur du roseau. Maintenant qu'on peut copier parfaitement une ange. Non, c'est pas un problème. Est-ce qu'avec un roseau plus récent... C'est un travail de recherche. Mais ça, je l'ai fait du coup sur le hautbois de Luce de Garnier. Et j'ai pu prouver, pour ceux qui étaient là, qu'en faisant l'ange suivant les proportions et le grattage qu'indique de Luce dans sa méthode, on peut jouer des doigtés. Donc déjà, ça c'est suffisamment de preuves. Et que quand on fait la copie, si on a cette démarche-là, le facteur ne va pas être obligé de modifier sa copie. Donc, quand finalement les enregistrements sonores que nous a fait écouter Jeremy sont incomparables parce qu'ils, je dirais, ils ne mentent pas. Et il faut faire très très attention pour tout ce qui est musique ancienne, 18e, 19e, il faut être très méfiant parce que l'esthétique sonore est la nôtre. Et la facture, voilà, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans l'école moderne de hautbois, aussi bien les facteurs que les musiciens, c'est que vous êtes vraiment héritier d'une tradition et finalement ce hautbois est authentique. Voilà. Et donc ça, je pense que
c'est bien de s'inspirer du travail qui est fait en musique ancienne, notamment pour la redécouverte du répertoire, mais il faut aussi que vraiment ne pas hésiter. Vous êtes porteur d'une tradition qui a encore beaucoup à dire. Et on l'a vu sur les enregistrements. Le staccato de Morel est peut-être plus intéressant que le staccato d'un oboïste baroque. Voilà, donc ça c'est ma petite... c'est mon travail actuel en fait. Merci beaucoup. Bien.